Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Poinçon. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les locaux de la BBR, en vieille ville de Genève, où nous accueillons deux invités, Monsieur Steve Roger, directeur de l'orchestre de la Suisse romande, et Monsieur Michael Jarel, compositeur suisse né à Genève. Dans l'épisode de ce jour, nous allons évidemment parler de musique, notamment du concert qui sera donné le 16 mai prochain et qui est à l'origine d'un tout récent partenariat entre l'OSR et l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants, dont fait partie la BBR. Nous parlerons aussi des notions d'accessibilité dans la musique. Alors, Steve Roger, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire quelques mots sur l'OSR. Bonjour, j'ai la grande chance d'être le directeur général de l'Orchestre de la Suisse romande, qui est un orchestre qui a été créé en 1918 par Ernest Ansermet et qui a sa résidence à Genève. De mon côté, j'ai la direction de cet orchestre depuis de nombreuses années, avec une petite pause de 8 ans, et je suis revenu en 2019 et assurer la direction générale de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est participer à la recherche de fonds pour cet orchestre, discuter des subventions, s'occuper du marketing, s'occuper aussi de l'artistique, que ce soit avec les musiciens ou que ce soit en engageant des artistes, en faisant des commandes, une activité riche et variée. Et vous, Michael Jarel, je vous laisse aussi nous donner un bref aperçu de votre parcours. Alors, je suis compositeur, c'est-à-dire que j'écris des points noirs sur du papier avec 5 lignes. Et je fais ça depuis que je suis tout petit. Et par ailleurs, j'enseigne à Vienne, à l'université entre-temps de musique de Vienne, et ici à la Haute École de Genève, la composition. J'ai vu que vous étiez en résidence à l'OSR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de résidences dans ma vie, et chaque résidence est différente. Elle est définie souvent par l'organisme ou l'orchestre, le festival qui organise cette résidence. Donc, quelquefois, ça peut aller très loin, dans le sens, par exemple, au festival de Besançon, il y avait des pièces jouées, il y avait une commande qui était aussi jouée, créée, mais il y avait aussi une demande de faire un travail de terrain, enfin d'aller sur le terrain, de rencontrer des écoliers, de rencontrer des étudiants du conservatoire, de rencontrer des professeurs de musique, de rencontrer des professeurs au lycée ou au collège qui enseignaient la musique. Beaucoup de rencontres avec les beaux-arts aussi. Il y avait donc tout est différent. Ici, c'est beaucoup plus simple, si j'ose dire, puisque il y a quelques concerts et il y a eu deux créations, qui sera celle-ci. La première était la création d'un concerto de clarinette, et qui a été créé le soir de l'ouverture de la saison. Et là, il va y avoir donc la création du concerto de piano Reflections par le pianiste extraordinaire Bertrand Chamaillot et l'Orchestre de la Suisse romande. Et donc, quand vous dites là, vous parlez du concert qui aura lieu le 16 mai prochain. Voilà. Donc, il y aura une de vos œuvres qui sera jouée ce soir-là. Donc, on dit créer, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que le compositeur, moi personnellement, comme je suis un vieux dinosaure, je travaille avec du papier et du crayon. Et donc, l'idée, ce qui se passe, c'est j'imagine des sons, j'imagine la musique, tout ça est en moi. C'est un peu comme si j'avais un film, et que après, pour que ça existe, il faut que ce soit joué. Parce que moi, j'écris pour chaque instrument. Chaque instrumentiste va recevoir la partie, ce qu'on appelle la partie de ce qu'il doit jouer. Et en fait, tout ça va faire que d'un coup, la pièce va vraiment exister pour le public. Parce que, c'est une chose un peu particulière, disons, de pouvoir imaginer la musique, de pouvoir lire une partition et d'imaginer comment ça sonne. Ça devient quelque chose où il y a un moment, justement, ce que je trouve extraordinaire dans cette forme d'art, c'est un moment de partage.
Ce concert du 16 mai, à part l'œuvre de Michael Jarel, qu'est-ce qu'il y aura d'autre au programme? Alors, l'œuvre de Michael est la pièce centrale de ce concert. Mais on ouvre avec les gymnopédies d'Éric Satie, qui sont extrêmement connues et finalement très peu jouées, très peu souvent jouées pour orchestre. Je pense que tous les amateurs de piano les jouent au piano, ça c'est sûr, mais la version orchestrée est en fait relativement peu donnée. Je me demande si c'est pas même la première fois à l'Orchestre Suisse Romande qu'on va les donner en grand orchestre. Ça, c'est pour la première partie. Et en deuxième partie, on a une symphonie de Tchaïkovski, qui n'est pas non plus la symphonie la plus connue de Tchaïkovski, c'est la numéro 4. Le public est très habitué à entendre la 5e, la 6e, qui sont vraiment les deux symphonies phares, si je puis dire, de ce compositeur. Donc, ça peut être aussi une belle découverte pour beaucoup de mélomanes, cette 4e symphonie de Tchaïkovski. Parlons d'accessibilité. Comment vous est venue l'idée de rendre les concerts de l'OSR accessibles à tous les publics? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une interview en France d'une personne malvoyante qui assistait à un concert de variété. Et en écoutant cette personne parler, j'ai pris conscience en fait de cette difficulté finalement de comprendre de temps en temps ce qui se passe sur la scène. Et finalement, pour un concert symphonique, on pourrait se dire que c'est pas un concert symphonique, il n'y a pas énormément d'actions qui se passent. Ce serait certainement plus compliqué pour un opéra ou pour un film de décrire, d'expliquer. Et la personne malvoyante disait c'est la première fois que j'assiste à un concert avec mon épouse et où je ne m'embête pas toute la soirée à lui demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, être moi perturbé par cette performance, perturber mon épouse parce que je ne la laisse pas tranquille regarder ce qui se passe et écouter, et quelque part mes voisins autour qui finalement sont dérangés par le bruit que je fais en posant les questions. Et je me suis dit, mais comment on pourrait arriver de notre côté à faire en sorte que finalement tout le monde y prenne autant de plaisir et à décrire au maximum sans gêner la musique ce concert. Et à l'origine, au tout début de tout cela, je voulais même qu'on équipe les personnes aveugles ou malvoyantes d'un casque à transmission osseuse pour finalement qu'ils aient toute la liberté d'écouter la musique et qu'on puisse intervenir finalement sporadiquement sans gêner personne, et par une petite voix en indiquant, ben voilà, à ce moment-là, il y a le violon solo qui rentre, là, c'est le chef qui rentre, tout d'un coup, vous allez entendre le clarinette solo qui va donner une sérénade ou un solo à ce moment-là. Et c'est un peu plus compliqué que ça, finalement, hein. Donc, on a discuté. Je suis venu chez vous, ici, pour discuter de comment mettre tout cela en place. Et peut-être que ça, dans un avenir prochain, on va réussir à le faire. Mais ça semble assez compliqué de le mettre en place. Et finalement, nous sommes partis aujourd'hui sur plutôt enregistrer ce que l'on a fait, une indication sur la salle elle-même. Michael Jarel a très gentiment, je le remercie, prêté sa voix pour expliquer sa composition. Et puis, nous avons enregistré donc des informations sur les deux autres œuvres, sur la biographie de l'orchestre, qui permettra finalement à notre public de pouvoir écouter avant de venir au concert des informations précieuses qui vont leur permettre d'apprécier finalement encore plus ce qu'ils vont entendre sur le plateau. Voilà un petit peu l'idée de départ. Pour vous, Michael Jarel, c'est votre première expérience dans le domaine de l'accessibilité par rapport à la musique ? Par rapport à des aveugles, je dirais en concert, oui. Disons, par rapport à l'accessibilité, je travaille avec des enfants, par exemple. Pour moi, c'est une chose, souvent fait ça. Travailler avec des gens qui étaient de milieu modeste, j'ai aussi fait ça. Je trouve que ça fait un peu partie des devoirs d'un acteur culturel, si j'ose dire. Moi-même, j'ai eu un collègue d'études qui était aveugle, il était plus âgé que moi, et donc j'ai eu beaucoup de souvenirs d'échanges avec lui, aussi d'essayer de comprendre
comment il perçoit le monde. Et donc, je trouve que c'est une très belle chose de faire ça. Après, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que l'histoire de la musique, qu'on n'a plus le droit d'appeler, mais qu'on appelait savante, en contraste avec ce qu'on appelle la musique populaire. Donc, disons, la musique pop a une histoire plus... Enfin, elle n'a pas une histoire vraiment plus courte, mais quand même. Mais je veux dire, elle est au niveau, disons, de qu'est-ce que c'est devenu comme industrie. On parle de 50-60 ans d'histoire à peu près, je pense. Si on pense au premier disque, peut-être, 70 ans, 70 ans. Donc vous imaginez sur une histoire de la musique qui se passe sur plusieurs siècles, que les distances entre les musiques sont beaucoup plus grandes. Donc les 3 pièces dans ce concert sont effectivement peuvent paraître très distantes. Pour quelqu'un qui vient comme ça une première fois, je veux dire, on a une pièce qui date d'aujourd'hui, et une pièce qui date, disons, d'il y a 150 ans, et une autre de 200 ans. Enfin, je veux dire, donc c'est des moments très différents. Donc, ce que je veux dire, c'est que au niveau de la perception, ça peut être compliqué, puisque quelqu'un qui arrive comme ça ne comprend peut-être pas tout. Je veux dire, parce que c'est des choses qu'il n'a peut-être pas encore entendues. Les créations, c'est des choses souvent, parce que c'est un peu un choc, ça n'existait pas avant. C'est une nouvelle chose. Donc la 4e symphonie de Gustav Mahler, par exemple, c'est une chose qui aujourd'hui est jouée dans le monde entier, partout. Mais c'était même un bide. Je veux dire, pendant les 2-3 premières années où c'était joué, tout le monde ne comprenait pas du tout. Il y a c'est 2 mondes différents, même si c'est le même. C'est intéressant dans ce que vient de dire Michael, et j'ajouterais que l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que des œuvres qui ont été créées, qui étaient jouées 100 fois, 200 fois, et qui ne le sont plus du tout. Donc c'est aussi une histoire de goût, c'est aussi une histoire d'époque, mais vous prenez des œuvres qui ont fait un grand succès, qui n'arrêtaient pas d'être programmées, qui aujourd'hui ne le sont plus, quoi. Peut-être c'était aussi des modes, c'était quelque chose qui correspondait à quelque chose à l'époque, mais qui ne correspond plus après. Et en ce qui concerne la mise en accessibilité donc du concert du 16 mai, comment en êtes-vous venu à prendre contact avec l'ABA ? Comment êtes-vous arrivé à frapper à la porte plus précisément de la BBR ? Vraiment en faisant des recherches par Internet à Genève, de chercher un contact. Et un contact a été établi. Je suis venu avec mon collaborateur, Guillaume Poupin. Alors, il se trouve qu'il y a une histoire assez extraordinaire. C'est que mon collaborateur a son oncle qui est malvoyant. Et donc, lui, c'est un univers. Quand j'ai parlé avec lui, il était tout à fait au clair. Je crois que vous le connaissez bien ici, d'ailleurs. Il est pianiste. Mais moi, je ne le savais pas. J'ai appris par mon collaborateur, en fait, au moment où j'ai discuté avec lui d'imaginer ce projet. Et même quand j'ai recherché des adresses, tout d'un coup, je suis venu vers lui. Enfin, voilà. Et j'ai découvert, en fait, que le monde de l'OSR est assez finalement impliqué par des collaborateurs, puisque j'ai un collaborateur qui vient de rentrer au département jeunesse qui s'appelle Arsène Lichty et qui est aussi en connexion, si je puis dire, avec l'association. Voilà. Mais en venant ici, Romina a fait visiter cette bibliothèque que j'ai trouvée absolument incroyable. On a passé un moment ensemble. Et en fait, je suis toujours assez surpris. Très souvent, les personnes commencent à s'intéresser à une maladie ou à un problème comme la cécité parce qu'ils ont dans leur entourage proche, ils vivent quelque chose tout d'un coup qui les amène à s'y intéresser. C'est pas du tout mon cas. Donc, et c'est d'autant plus riche pour moi de découvrir finalement et de découvrir un tas de choses que j'ignorais dans la discussion sur effectivement comment vivent les personnes qui ont ce handicap. Même dans les mots à formuler, on est parfois hésitant quand on discute autour d'une personne. On ne veut pas blesser, choquer, et en même temps, on ne sait pas quel mot utiliser. C'est pas toujours évident.
de se rendre compte que finalement, on a la chance chaque jour d'être en pleine santé, de faire tout ce qu'on peut faire, et puis de s'apercevoir que des personnes qui ont ce handicap arrivent à tout faire finalement à la fin, mais avec une difficulté qui est autre. Et du coup, je me demandais aussi pourquoi au Victoria Hall, dans nos concerts, finalement, on a assez peu de personnes malvoyantes et aveugles qui viennent. On a de temps en temps des personnes qui viennent avec leurs chiens d'accompagnement. Pour nous, c'est tout à fait normal, mais c'est très peu de gens qui viennent. Et je voulais savoir pourquoi. Et c'est pas forcément les raisons que l'on croit quand on ne sait pas. Et c'était intéressant d'avoir des explications sur aussi le fait que c'est difficile de se rendre au Victoria Hall, qu'il y a un tas d'éléments en fait qui compliquent la venue dans le lieu même. Et c'est pas forcément l'événement en lui-même qui est difficile, mais tout ce qui va autour, dans la sortie le soir, dans l'accompagnement, dans toutes ces choses dont on ne prend pas conscience si on ne s'y intéresse pas. Et vous pensez qu'il y a quelque chose au niveau de l'OSR que vous puissiez faire pour améliorer ça, même si c'est plus par rapport au fait de venir sur place? Est-ce qu'il y a... Alors, on y travaille. Le tout, pour moi, est vraiment de commencer à réfléchir à comment on peut, nous, s'adapter. On m'a expliqué que c'était tout de même plus simple de faire des concerts en journée que de les faire le soir. Ça, c'est quelque chose chez nous qui est compliqué, parce que notre activité de concert est une activité du soir. Mais après, à la réflexion, aujourd'hui, quand on fait des concerts scolaires, on les fait le matin et l'après-midi. Donc, on pourrait tout à fait envisager d'adapter à quelques reprises des concerts spécifiques. Et en même temps, quand on rentre dans le spécifique, quand on trouve une solution, tout de suite, on nous dit « mais c'est pas vraiment ce que cherche cette population, elle veut être avec tout le monde ». Et du coup, on se dit, OK, d'accord, mais en principe, l'après-midi, à 3 heures, si vous faites un concert, c'est pas là que vous avez tout le monde. Mais en même temps, vous avez aussi des gens qui seraient finalement contents de venir en concert le matin et l'après-midi, qui n'ont pas du tout ce handicap. Mm-hmm. Donc, des solutions, on peut en trouver. Il faut juste un tout petit peu réfléchir. Et je souhaite vivement qu'on développe cette relation. Nous ferons au mois de mai un Charlie Chaplin, un ciné-concert. Là, finalement, on a regardé qu'est-ce qui existait comme audio-description déjà disponible pour un Chaplin. J'étais même prêt de mon côté à dire, si ça n'existe pas, on va le faire. Et puis, tout d'un coup, en discutant de voir comment c'est compliqué de faire une audio-description, pour nous, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions ou de films en audio-description. Vous allumez la télé, vous branchez un bouton, vous ne réfléchissez pas à tout ce qu'il y a derrière, comment c'est fait, comment ça doit être monté. Mais on fera cette expérience au mois de mai sur un Chaplin qui dispose déjà d'une audio-description. Et je me réjouis à l'avance parce que là, finalement, ce sont des moyens technologiques qui existent et dont on va pouvoir se servir pour que les personnes puissent venir écouter un film. Mm-hmm. Là, on est vraiment dans le sens avec la musique jouée en direct pendant que le film sera décrit. Et là, je pense que ce dont je parlais tout à l'heure, qui est ce casque finalement dans lequel qui n'obstrue pas les oreilles, est à mon avis un moyen technique très intéressant parce qu'on peut entendre la musique et en même temps avoir une information qui ne gêne personne, qui est sur le film, sans couper le fil de la musique. Donc à voir, on est en train de réfléchir à faire tout cela. Donc le mois de mai à l'OSR sera un bon mois de première expérience dans l'accessibilité. C'est un premier pas et c'est le souhait de voir comment on peut développer les activités ensemble. Donc votre idée, c'est... vous avez un peu des objectifs sur le long terme. Votre idée serait de pouvoir réitérer ces expériences à d'autres reprises. Un orchestre, en fait, il appartient à tout le monde. C'est un orchestre qui est subventionné par la ville et l'État de Genève. Et donc, notre souhait, c'est que tout le monde en profite. On se rend compte que les problèmes d'accessibilité, là, on parle de malvoyants et aveugles, mais il y a beaucoup d'autres problèmes d'accessibilité qui existent. Le Victoria Hall, aujourd'hui, pour les personnes à mobilité réduite, on a très peu de possibilités d'accueillir ces personnes en termes de place.
dès qu'il y a plus de 7 ou 8 fauteuils roulants, c'est impossible de faire plus. Et en termes de sécurité, c'est pas évident. Le bâtiment est classé, donc les personnes à mobilité réduite qui arrivent au Victoria Hall montent dans la salle par le biais d'un monte-charge, le monte-charge des instruments. Pour moi, je dis au XXIe siècle, c'est quelque chose complètement invraisemblable. Mais encore une fois, je disais tout à l'heure, on le remarque pas, on n'y fait pas attention si on n'y est pas confronté. Parce qu'en fait, tout simplement, on ignore la façon dont les choses se passent. Et quand on voit ces places actuellement à mobilité, pour les personnes à mobilité réduite dans le Victoria Hall, sont les pires qu'on puisse avoir parce que pour des questions d'accessibilité. Donc il y a vraiment des réflexions à avoir. Et de notre côté, je pense que ça fait aussi réfléchir toute la société sur comment, sur le vivre ensemble. Et l'orchestre, c'est le vivre ensemble. C'est du partage. Donc, si on n'est pas capable, nous, de rendre notre métier et ce que l'on fait accessible à tout le monde, c'est qu'on s'est trompé. Pour préciser encore un peu par rapport au concert du 16 mai, donc vous avez parlé tout à l'heure de ces textes que vous avez enregistrés, vous et Michael Jarel, pour présenter à la fois le concert, votre œuvre. Ça va donc être envoyé en amont aux personnes qui se sont inscrites, à des personnes aveugles ou malvoyantes qui se sont inscrites pour venir le 16 mai. Donc, elles auront l'occasion d'écouter ça. Ce concert sera donc ouvert à tout public. Et est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier qui sera organisé sur place le 16 mai ? Absolument. C'est un concert, en fait, qui est un concert planifié, normal, pour lequel on a réservé un nombre de places pour accueillir malvoyants et aveugles. Ces places, on a souhaité qu'elles soient en première catégorie, c'est-à-dire que ce soit le mieux placé possible pour profiter au maximum de l'acoustique dans la salle. Et je souhaitais aussi que ce ne soit pas finalement des places qui soient à la charge de la ville et de l'État de Genève. On a une fondation qui nous aide, une fondation qui nous soutient pour pouvoir permettre que ces places soient mises à disposition et que ce ne soit pas une contribution publique, même si ce serait tout à fait louable que ça le soit. Et à la fin du concert, donc ils auront entendu d'abord la voix de Michael Jarel dans leur casque, la mienne, mais ça c'est accessoire, mais celle de Michael qui va finalement leur expliquer son œuvre. Ensuite, ils vont entendre sa musique. Et puis, à la fin du concert, ils vont avoir le plaisir de faire sa connaissance. On aura un cocktail qui est organisé, une rencontre, et ils pourront rencontrer non seulement le compositeur, mais le chef, le soliste, les musiciens, et moi-même, et partager finalement sur cette expérience, d'abord sur l'expérience de la musique, de ce qu'ils ont entendu, mais ce sera intéressant pour nous aussi de savoir finalement si ce que l'on a fait aujourd'hui, ces enregistrements, leur ont été utiles. Et si c'est finalement souhaitable, si c'est quelque chose, s'ils souhaitent renouveler l'opération, ça, c'est effectivement le plus beau cadeau. Quand à la fin d'un concert, on nous dit, OK, quelle est la date du prochain ? Donc voilà, ça, c'est cette possibilité. Et on dit souvent, rencontrer le compositeur, pour moi, c'est quelque chose qui est dans le type de musique que nous jouons à l'OSR. Michael Jarel l'a dit tout à l'heure, on fait le grand écart. Il est entouré par un compositeur qui a 150 ans, un autre qui a 120 ans, puis lui, musiques actuelles. C'est sûr qu'ils ne vont pas rencontrer Tchaïkovski et Satie. Donc, ça reste pour moi quelque chose d'assez magique de pouvoir rencontrer la personne qui a écrit l'œuvre qu'ils ont entendue. Et voilà, je disais avant, c'est des moments de partage. Ce sont des moments riches. Et c'est riche aussi pour nous, parce que finalement, on va être en contact avec des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'être en contact, du moins pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc voilà. Et ça va être une première expérience pour vous aussi, Michael Jarel Oui, avec des auditeurs malvoyants, ce sera la première fois où vraiment tu as des dialogues avec un public. Ça, j'ai l'habitude. De rencontres avec le public, après, j'ai l'habitude. Mais voilà, de savoir comment ça s'est passé pour eux. Justement, comme je le disais tout à l'heure, j'avais un collègue et
j'étais assez frappé justement comme l'audition avait été développée, en fait. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est que ce qui me fascinait, c'était qu'il arrivait à sentir si les murs étaient proches ou lointains. Enfin, il avait un sens de l'espace. Et alors, pour moi, c'était fascinant parce que je l'entendais, d'une manière abstraite, je le comprenais, mais comment il le vivait, oui, c'est une autre conception oui, mais une autre perception je pense, du monde. je veux dire, là où Steve a raison, c'est qu'un concert de n'importe quel genre de musique, c'est un moment de partage, c'est un moment de passation, de sentiments, de choses. Alors, c'est clair que les musiques différentes appellent d'autres genres de partage, ou moins de partage peut-être, dans le sens que si on veut aller danser, par exemple, effectivement, on va aller plutôt dans un concert rock ou quelque chose, mais donc les gens qui bougent sont moins dans le partage. Enfin, je veux dire, ils sont peut-être un partage physique, mais dans le partage, je veux dire, pas spirituel, mais quand même des sens. Dans ce sens-là, je pense que c'est des concerts qui sont assez... Enfin, moi, je trouve ça toujours extraordinaire d'aller dans un concert et on voit que des musiques différentes touchent les gens différemment et tout est possible. Alors, j'ai une dernière question pour vous, d'ordre pratique. Les personnes qui souhaiteraient trouver des infos sur les concerts, le programme des concerts proposés par l'OSR, comment font-ils ? Alors, on a un site internet, www.osr, sur lequel on a effectivement toutes les informations. Et question piège, vous savez s'il est accessible aux personnes aveugles et malvoyantes ? C'est une très bonne question, il ne l'est pas. Mais comment peuvent-ils faire dans ce cas-là ? Alors, le mieux, c'est le téléphone, effectivement. Avant qu'on puisse le rendre accessible, il faut qu'on regarde comment on peut le faire en composant le 022 807 0000. Eh bien, nous arrivons au terme de cet épisode. Nous étions donc en compagnie de Steve Roger, directeur de l'OSR, et de Michael Jarel, compositeur suisse. Merci à tous les deux pour votre participation. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était Le Poinçon, un podcast de la BBR. À bientôt. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.